say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say tears for me, tears for me, tears for me. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Nous consacrons ce matin notre émission à la pratique du badminton. À quelques mois des championnats de France qui se dérouleront à Cesson-Sévigné, vous allez voir comment la Bretagne est devenue une terre de badminton qui brille au plus haut niveau. Preuve en est récemment au dernier championnat du monde à Tokyo de para-badminton. 3 tableaux, 3 médailles remportées par vous, Faustine Noël. Bonjour. Bonjour. À 28 ans, vous avez déjà passé 18 ans sur les cours. Nous reviendrons sur votre trajectoire. À votre manière aussi, vous avez marqué le bad breton dans les années 2000. Thomas Quéré, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien champion de France, spécialiste du double homme, et un club qui vous a vu évoluer, le Badminton Club de Guichen, Bourg-des-Comptes. Vous nous raconterez ces belles années. Autre signe, et pas des moindres, du rayonnement breton, les prochains championnats de France, ce sera à Cesson-Sévigné en février prochain. Les coulisses de cette organisation, ce sera avec vous, Jean-Philippe Végé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Ligue Bretagne de badminton. Et enfin, Éric Lissillour. Bonjour. Bonjour. 30 ans que le badminton occupe votre temps libre. Vous êtes devenu le plus haut gradé parmi les juges arbitres français à l'international. Vous nous expliquerez toutes vos missions dans quelques instants. Bienvenue à tous les 4. Alors, on a envie de savoir, pour commencer, comment le badminton est entré dans vos vies respectives. Il faut remonter aux années 90 pour vous, Éric Lissillour. Et vous parlez d'un heureux hasard. Racontez-nous un peu. Oui, un heureux hasard, effectivement, parce que je n'avais pas forcément eu l'envie instinctive d'aller vers le badminton. J'étais un joueur de tennis d'un niveau assez correct, régional. Et puis, mon sparring partner de tennis, et puis surtout mon épouse et mon frère voulaient pratiquer le badminton et ne voulaient pas vraiment y aller tout seuls. Donc, ils ont un petit peu insisté pour que je les rejoigne dans cette nouvelle expérience. J'y suis allé. J'y suis encore aujourd'hui. Eux ont arrêté depuis quelques années, mais en tout cas, ça a été un heureux hasard. Le virus vous a touché. Absolument. Par rapport au tennis que vous pratiquiez, qu'est-ce qui vous a tout de suite plu, justement, dans le badminton? Le fait de pouvoir prendre plaisir très rapidement. C'est-à-dire au tennis, j'avais un niveau correct, donc au bout de quelques années, on finit par prendre un vrai plaisir. Au badminton, on prend plaisir dès les premières heures. Ouais. Parce que dès les premières heures, on est capable d'échanger, on peut jouer à tout âge, on peut jouer à tout niveau, en prenant plaisir à tout niveau. Donc c'est ce qui a fait peut-être l'attraction immédiate et rapide vers ce sport. On va regarder cette archive qui est en écho un peu avec ce que vous avez vécu, parce qu'on a retrouvé des images de 1944 où justement des tennisman, ce n'est pas vous, je rassure, Éric Lissillour, troquent la balle pour un volant. Regardez, c'est assez savoureux. Ancêtre du tennis, le volant qui enchante à nos grands-mères a un descendant beaucoup plus direct, le badminton. Un jeu, le badminton, certes, mais un sport aussi. Un sport qui a ses vedettes et son championnat. En un match acharné, le tennisman Pelizza, en blanc, et Baudouin se disputent le titre national. On ne travaille pas le volant très léger comme une balle. Au badminton, il faut cogner à tour de bras. Aussi, Pelizza, dont le smash est excellent, domine-t-il nettement son jeune adversaire. À lui, la finale du championnat de France. Voici Pelizza et Baudouin, vos ancêtres du badminton. Est-ce qu'il faut cogner à tour de bras, comme le disait le journaliste Faustine Noël? Non, pas forcément. Il faut surtout de la vitesse dans le bras. Et puis après, même si on manque un petit peu de puissance, il y a tout cet aspect technique qu'on peut aussi faire varier pour embêter l'adversaire. Donc pas forcément, il y a plein d'astuces. Thomas Quéré, peut-être pour nos téléspectateurs qui découvrent le badminton ou qui ne savent pas trop ce que c'est quoi les bases? On parle d'un terrain, un filet, un volant. Ce serait quoi les quelques règles de base? Les règles de base pour pouvoir s'amuser et toucher un petit peu du doigt un peu ce que ressentent les meilleurs, c'est un alliage entre la tactique et puis la puissance et puis un peu le jeu quand même physique, parce que c'est quand même un sport qui reste quand même très énergivore. Voilà. Justement, Jean-Philippe Végé, on sous-estime souvent la difficulté de ce sport. On se dit, tiens, je tape
voilà, avec ma raquette dans un volant, parce qu'on le voit souvent à la plage. L'été, les gens sont friands du badminton, mais c'est un sport qui reste difficile. Exactement, c'est on va dire l'avantage et l'inconvénient, parce que l'avantage c'est qu'on prend du plaisir très vite, Ouais. mais on se rend compte le lendemain matin qu'on a des courbatures. Et du coup on se dit ah ouais c'est un vrai sport et c'est pas que le sport de plage. Et finalement, quand vous commencez, qu'est-ce qui est le plus dur à appréhender quand on commence le badminton? Eric Lissillour. Le déplacement peut-être, parce qu'on joue sur un cours qui paraît petit, comme ça, hein, surtout si on vient d'un autre sport comme moi, en tennis. particulier le tennis. Ouais. Finalement, il est assez grand quand on est amené à se déplacer sur ce terrain-là, parce que la vitesse du volant est assez rapide au départ. Et puis le déplacement doit être privilégié, parce que le déplacement est très très important en badminton. Thomas Quéré, peut-être, dans les souvenirs Oui, lointains. c'est ça. C'est sûr que moi, je jouais de façon un peu plus instinctive comme on commence tôt. Mais ce qui était, pour moi, plus dur, c'est acquérir la puissance un petit peu. Et c'était plus ça par rapport à des adversaires un petit peu plus physiques. Moi qui étais quand même de nature un petit peu plus frêle, c'est vrai que c'était plus ça. De réussir à déborder mes adversaires, c'était un peu plus difficile. Et est-ce que la taille, ça aide quand on est grand, Faustine Noël? Je ne suis pas grande, alors je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne sais pas, du coup, je suis petite. Mais non, même si on est petit, on arrive à compenser voilà, par autre chose, par peut-être la vitesse du déplacement. Ce n'est pas forcément mon cas non plus. Mais, Et vous diriez que vos points forts, ce serait quoi aujourd'hui? L'aspect technique, j'ai quand même misé aussi sur beaucoup de variations dans mon jeu et puis un peu le mental quand même. Ça compte. J'essaye de miner un peu les adversaires sur ce côté-là. Ouais. On va revenir sur vos deux trajectoires qui sont un peu similaires, en tout cas pour le départ. Vous avez conjugué ce sport en famille, chez les Quéré et aussi chez les Noël. Oui. comment on en vient à faire du badminton alors que son papa le faisait Moi, ça a été. Moi, j'ai grandi avec ce sport-là qui a été créé en fait par mes parents sur le bassin à Guichin. Et donc, moi, j'ai tout de suite eu beaucoup d'amis qui ont commencé ce sport qui était très fun à la base. Et en fait, j'ai grandi, je suis resté dans ce sport-là grâce aux amis autour qui me donnaient envie de jouer. Et vous aussi, vous avez commencé très très tôt sur les cours Faustine Noël. Une histoire de famille également. Pareil, mes parents ont commencé assez tard le badminton, mais ont été quand même un peu fédérateurs sur la région nantaise. Et puis, voir ses parents jouer, on a envie de tenter. Et la petite anecdote, j'ai fait ma première année de badminton, j'avais un peu envie d'arrêter. Et puis, il y avait un fameux tournoi avec mon papa qui était amical, mais on a gagné. Donc, je dis, allez, c'est reparti, on fait une deuxième année. Et puis, j'ai pris goût à la compétition. J'y suis encore aujourd'hui. Et Jean-Philippe Végé, ça a été quoi la rencontre avec le badminton? Moi, la rencontre avec le badminton, moi je suis plutôt de la génération foot, parce que je suis né dans le début des années 90, donc j'ai fait du foot, parce qu'on était champion du monde. Mais finalement, je n'aimais pas rentrer à la maison sale, je n'aimais pas quand il pleuvait. Donc ça a été assez compliqué pour moi sur ce point-là. Et moi, c'est mon beau-frère, en fait, qui faisait et qui fait toujours du badminton et qui est entraîneur de badminton. Et c'est grâce à lui que je suis arrivé au badminton. Si on revient justement à ces années 90, point de départ de l'expansion de la discipline en Bretagne, qu'est-ce qui s'est joué à cette période, Eric Lissillour? Qu'est-ce qui s'est joué par rapport à en Bretagne, pourquoi l'explosion de la Bretagne? Alors, je pense qu'au départ, il y avait quelques probablement individualités, quelques personnes qui ont permis de fédérer des clubs qui sont devenus importants. Si on parle de cette époque-là, c'était Saint-Main-le-Grand, le grand club breton à l'époque, avant que d'autres clubs comme Saint-Jacques-de-la-Lande ou comme Guichin ou comme d'autres, ensuite Rostronin aujourd'hui, se créent. Mais à cette époque-là, effectivement, c'était, je pense, beaucoup lié à quelques individualités qui étaient des passionnés de badminton et qui voulaient créer dans un milieu convivial, d'un sport qui était un petit peu nouveau quand même, dans le début des années 90. Et pour parler des clubs historiques, quels sont les autres clubs qui marquent le territoire aujourd'hui encore? Jean-Philippe Végé. Sur le territoire, aujourd'hui, donc, on a Rostronin qui évolue dans le plus haut niveau au championnat. On a une dynamique locale dans les 4 départements.
qui font qu'il y a des structures qui se démarquent des autres. Si on peut penser à Quimperlé pour une implication sur tous les sujets, notamment social et sociétal. Et puis, dans le bassin rennais, on a toujours Guichen-Bourg-des-Comptes où Thomas jouait. Et puis, il y a le Flumil Badminton, il y a Saint-Jacques-de-la-Lande. Voilà, il y a toujours un bon vivier aussi sur Rennes, quoi. Justement, on va s'arrêter sur ce club qui vous a vu grandir, Guichen, dès 2007, si je ne dis pas de bêtises. C'était le premier club breton à évoluer en National 1. Et déjà, à cette époque, les Bretons commençaient à briller à l'international. On regarde. Une petite porte discrète pour une énorme surprise. Samedi après-midi, dans la salle omnisport d'une commune proche de Rennes, quelques matchs de badminton. Mais ne vous y trompez pas, les sportifs qui évoluent dans cette enceinte devant vous ne sont pas les premiers venus. C'est l'équivalent de la Ligue 1 en football. Donc c'est vrai que les gens, quand ils arrivent, ils ont souvent joué à l'école, au badminton, ils ne se rendent pas compte vraiment du haut niveau. Donc ils arrivent ici, ils sont agréablement surpris, ils se prennent vraiment au jeu et d'année en année, on arrive vraiment à se faire un public assez fidèle. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour les joueurs et même pour tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est vie du club, les bénévoles et tout, ça fait chaud au cœur. Guichen, 7000 habitants, Bourg-des-Comptes, 2100 et entre ces deux communes, le premier club breton de badminton. Un club qui compte 206 joueurs, qui évolue donc parmi l'élite nationale. Et ici, à la différence des autres leaders français, on ne recrute pas à l'étranger à coup de billets de banque. Ici, oui, priorité à la formation des jeunes champions locaux. Disons que c'est des joueurs au départ qui sont rentrés dans une école de badminton ici. Et jamais à l'époque, on aurait pensé en former autant à ce niveau-là. Niveau national 1, tant mieux, c'est génial, c'est une belle histoire. Pas de mercenaires étrangers ici. Ah non, on n'a déjà pas les moyens, c'est pas la politique du club. Et l'entente Guichen-Bourg-des-Comptes réussit donc à jouer dans la cour des grands et à former bien sûr quelques champions. Exemple avec Thomas Quéré, ce joueur de 23 ans est l'un des meilleurs joueurs du monde en double. Et preuve de la qualité de l'enseignement des éducateurs du club, Thomas ne prend pas la grosse tête. Je finis mes études en 2008. Donc là, pour l'instant, moi, mon gros objectif, c'est avec le club, m'investir à fond dans le club pendant 2 ans jusqu'à temps que je finisse mes études. Et puis après, moi, c'est Londres, en fait. C'est Londres parce que comme ça, j'aurai tout le temps de m'y consacrer. Et puis les championnats du monde, cet été, des grosses échéances comme ça, quoi. Preuve est faite une nouvelle fois qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Comme ici à Guichen, prenez donc le temps de découvrir les autres disciplines et ces champions qui, un jour peut-être, partiront à la conquête de l'or olympique. Voilà pour ce petit clin d'œil à vous, Thomas Quéré. Racontez-nous, qu'est-ce qui a été marquant pour vous dans ces années-là? Parce qu'il y a joué avec son père, sa famille, son club, ce qui est chouette, mais à un moment donné, se dire, je vais faire de la compétition et au plus haut niveau. Ce qui a été marquant, c'est de connaître le haut niveau avec mon club, avec le Guichen-Bourg-des-Comptes, et de monter d'année en année jusqu'au top 12, à la meilleure ligue de badminton de l'époque. Ça m'a permis en fait d'espérer, de pouvoir imaginer jouer au plus haut niveau tout seul après, ou en équipe de France. Donc c'est vraiment ça, c'est d'avoir ce côté fédérateur au niveau amical et dans le club, c'était vraiment structurant pour moi. Et qu'est-ce qui a participé finalement à démocratiser ce sport? On l'entendait dans le sujet, il y a l'école, évidemment. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est passé des années 90 à quelque chose de très confidentiel à quelque chose qui commençait à se faire connaître? Il y a le sport à l'école, parce que le badminton est un sport très pratiqué, c'est le deuxième sport scolaire en salle. Donc on va dire que tout le monde commence son aventure par le sport à l'école. Et puis après, je pense qu'aujourd'hui, on a appris de ça. Et il y a 180 clubs affiliés à la fédération sur la Bretagne. Donc il y a un maillage territorial qui fait que vous trouvez un club de badminton très facilement. Dans notre région. Dans notre région. Et donc du coup, ça a aidé. Et puis après, l'accessibilité du sport, le fait qu'il soit simple et facile à pratiquer, fait que le sport a grandi. Plus de ça, on peut être assez fier parce qu'aujourd'hui, on est dans le top 10 des sports en Bretagne en termes de nombre de licenciés. Cette année, on va sans doute battre un record avec plus de 14 000 licenciés. Et on passe devant des sports comme la natation ou le cyclisme, alors qu'on sait quand même que le cyclisme, la Bretagne est une terre de vélo, quoi. Et en termes de licenciés, on passe devant. Donc c'est là où on se dit quand même qu'on a bien évolué par rapport aux années 2000, où on était en Bretagne entre 2 et 3 000 pratiquants, quoi. Et justement, sur le côté haut niveau, Faustine Noël, ça a été quoi le déclic pour vous confronter justement à la compétition?
Il y a eu, C'était un petit peu par hasard. Moi, j'ai commencé en compétition valide. Moi, mon handicap il est de naissance, mais ma pratique valide... je pouvais participer à des compétitions valides, donc j'ai commencé comme ça. Et c'est sur une compétition départementale que j'ai pu découvrir la version para-badminton. On m'a repéré avec mon petit handicap. On m'a dit viens, tu peux faire des championnats de France et pourquoi pas de l'international. Donc forcément, ça attire tout de suite. Ouais. Et puis, donc j'ai commencé par un championnat de France, un championnat du monde. Et rapidement, on a eu l'annonce de l'entrée du para-badminton aux Jeux de Tokyo 2020, 2021. Et tout naturellement, j'ai switché ma pratique petite compétitrice départementale à vraiment une pratique de haut niveau où j'ai dû progressivement commencer à enchaîner un peu mes entraînements. Et justement, qu'est-ce qui change quand on passe à la pratique de haut niveau ? Parce que ça reste le même sport, mais qu'est-ce qu'on engage, Thomas Quéré ? On engage tout, c'est-à-dire il faut du temps, de l'investissement et on s'imagine. Moi, je m'imaginais pas qu'il fallait du autant dans la longueur en fait. C'est-à-dire que c'est surtout ça, c'est-à-dire on peut maintenir sa capacité de travail sur une année, mais après, c'est vrai qu'il faut s'économiser à avoir quand même un investissement sur la durée pour essayer d'être le plus longtemps au plus haut niveau. C'est ça qui est finalement le plus dur. C'est quoi les enjeux pour vous quand on passe justement à cette pratique de haut niveau ? C'est des fois changer sa manière de penser en termes de compétition. Moi, j'aimais bien gagner. Et quand on passe sur de haut niveau, c'est comment gagner, pourquoi j'ai perdu, comment je peux m'améliorer. C'est tout un raisonnement vraiment cérébral qui se met en place autour de ça. Et sur quoi on peut gagner. Est-ce que c'est sur la technique? Est-ce que c'est en dehors du terrain? Se sentir bien aussi dans la vie de tous les jours pour que quand j'arrive à l'entraînement, je sois bien et je sois disponible. Donc voilà, c'est la pratique du badminton, les à côté, c'est pendant la compète. Voilà, à chaque moment de la vie, on réfléchit comment je peux devenir meilleur pour le bad. Donc ouais. On va revenir sur votre dernière compète. Vous avez fait briller la Bretagne au dernier championnat du monde à Tokyo en août dernier. Comment vous avez vécu ces championnats déjà? Ils étaient chouettes. On avait vraiment une super équipe de France qui était... on était nombreux. En tout cas, on était une des plus grandes délégations. Donc, ça faisait plaisir. Et très soudés. Donc, déjà, ça apporte un mouvement vers la performance qui est important. Moi, j'ai eu beaucoup de matchs. Je jouais sur les 3 tableaux. C'était assez conséquent. Les 3 tableaux, juste pour préciser à nos téléspectateurs, donc c'est le double dame, le double mixte et le simple, qui sont les 3 catégories finalement que l'on retrouve dans ce sport. Et 3 médailles, quand même. Et 3 médailles, Un peu de frustration sur le double mixte où on cherchait vraiment un titre de champion du monde. Donc un peu de frustration, mais très contente du double dame où on avait au jeu de Tokyo, on a été sur la 4e place. Ouais. Et là, on a une belle médaille d'argent, donc voilà, ça compense un peu. Alors François, vous avez consacré un reportage à votre retour de la compétition, j'imagine que vous vous en souvenez, car en plus du pad, vous poursuivez aujourd'hui vos études. On regarde et on revient tout de suite après. Elle réussit à caser plusieurs vies dans une seule. Dimanche à Tokyo, lundi à Paris, et puis dès le lendemain, Rennes et son école de kiné. En gros, là, il est 21h au Japon, donc j'ai envie de dormir. Je reviens avec 2 médailles de bronze en simple dame et en double mixte. Alors à ceux de ses camarades qui peut-être l'ignorent, Faustine Noël va quand même expliquer pourquoi aujourd'hui la télé s'est invitée en classe. Et un titre de vice-championne du monde en double dame. Voilà. C'est un cours sur le rachis, les lombaires. Faustine est en 2e année. Avec ses compétitions, ses entraînements, la sportive de haut niveau bénéficie d'un emploi du temps aménagé. La kiné, elle connaît. Atteinte d'un handicap neuromoteur, son cerveau a du mal à commander sa jambe droite. Mais bientôt, c'est elle qui portera la blouse. Tu vas travailler dans le plan strictement vertical pour faire soit ce mouvement vers le bas que tu accompagnes,
Lâchons bien. Je fais du kiné depuis que j'ai 2 ans, donc le monde de la kinésithérapie, je le connais par mon expérience personnelle due à mon handicap, je connais par mon expérience sportive liée au sport. Et donc là, je l'expérimente du côté professionnel, donc j'ai des apports d'expérience comme ça qui m'aident beaucoup. Ouais. Ce jour-là, histoire de digérer le décalage horaire, pas encore d'entraînement, mais à la Bad Arena près de Rennes, Faustine va retrouver Lénaïque Morin, licenciée comme elle au REC, en double dame aux Paralympiques de 2021. Les deux Bretonnes avaient fini au pied du podium. Ce coup-ci de Tokyo, des championnats du monde, elles reviennent avec la médaille d'argent. Elles ont passé le cap des demi-finales. Et là, je commençais à chialer. Oui, je vois sur La belle histoire quand on sait qu'après la détection de sa sclérose en plaques, Lénaïque a failli arrêter le BAD avant que Faustine, qui longtemps a ignoré la maladie de son amie, ne vienne la rechercher. J'avais arrêté le BAD pendant 3 ans. Par rapport à ma pathologie, j'acceptais pas trop. Et puis Faustine qui me dit « Mais c'est génial, faut faire de l'international, tu peux faire ça. Il y en a plein qui ont la sclérose en plaques qui font le para-badminton, faut que t'essayes. » Badminton, c'était sa passion, donc moi, je pouvais pas concevoir qu'elle arrêtait, donc voilà. Au fond de moi non plus, mais voilà. J'ai poussé un peu discrètement. Voilà. Pour toutes les deux en ligne de mire maintenant, Paris 2024. Mais avec un bémol, dans 2 ans au JO, pas de double dame au programme, uniquement du simple et du mixte. Désormais donc, ce sera chacune de son côté, concurrente, mais toujours soudée. Voilà pour ce sujet retour qui vous a été consacré. Ça va être quoi justement les étapes pour les JO 2024 ? Ça paraît loin, mais on prépare déjà. Non, ça va venir très vite là. On commence dès février la course au point, on appelle ça. On va avoir une quinzaine de tournois avant les Jeux. Et c'est essayer d'acquérir un maximum de points pour être qualifié sur les Jeux de Paris. Et en attendant, vous restez quand même numéro 1 française de para-badminton. Et comment on vit ce statut ? Est-ce qu'on y pense tout le temps ? Est-ce que ça vous pèse ? Est-ce que c'est une pression supplémentaire ? Non, parce que j'ai envie d'être numéro 1 mondial. Donc, ouais, j'ai vraiment des objectifs à l'international. Donc le côté France, voilà, je l'oublie un peu. Voilà, ouais, c'est une étape. Peut-être pour revenir aussi, quels sont les visages aujourd'hui de ce haut niveau à côté de Faustine ? On peut déjà parler de vos acolytes qui vous ont accompagné au championnat oui, si on voit avec Lucas Mazur, donc vous avez obtenu encore une médaille, mais si on prend en Bretagne, là déjà vous avez un échantillon de ce qui se fait de mieux dans leur catégorie. Hein. On va y venir. Voilà. Mais à côté de ça, on a aussi d'autres athlètes qui performent. À Quimperlé, on a Guillaume Gailly qui a une médaille au championnat du monde. On a Lénaïque Morin, donc la partenaire aussi Faustine, qui est aussi licenciée à Rennes, médaille au championnat du monde. On les voit là. La numéro 1 en simple dame, en valide, elle est licenciée à Rostrena. Chouffé, exactement. Donc on a des athlètes et au niveau de la performance sportive, c'est sûr que nous, à la Ligue de Bretagne, on est toujours très heureux quand il y a un championnat de France, Europe ou du monde, parce que on ne va pas dire qu'on sait qu'on va avoir une médaille, mais souvent on revient avec quelques médailles. Oui. C'est quoi la place des Bretons dans l'élite française, si on prend aujourd'hui ? Si on prend sur le para-badminton, au dernier championnat du monde, il y a 50% des médailles finalement qui ont été gagnées par des athlètes qui sont bretons. Donc là, c'est juste quelque chose de dingue. Et au niveau valide, on a aussi des anciens Bretons qui performent. On a Tom Jikel, notamment, qui est passé par Guichen-Bourg-des-Comptes et qui est aujourd'hui dans le top 10 mondial en double mix. Donc c'est juste dingue aussi. Ça vous fait quoi de voir cette nouvelle génération, Éric Lissiour ? C'est magnifique de voir autant de ces joueurs-là. Moi, Tom Jikel en particulier, dont on parlait à l'instant, je l'ai vu tout petit, je l'ai vu minime, cadet, et le voir actuellement être sur les mêmes tournois que lui à l'international et le voir dans l'élite mondiale, je trouve ça juste magnifique. Alors, avant les JO 2024, il y aura d'abord pour les Bretons les championnats de France, vous le disiez à l'instant. Qu'est-ce qui a joué en notre faveur pour accueillir une telle compétition ? Ça a été dur d'aller la chercher ? Ça a été dur d'aller la chercher. On avait un concurrent qui était le comité départemental de la Vendée. D'accord. Ce qui a fait notre force, je pense, c'est l'équipe autour du projet, parce qu'il y avait beaucoup de personnes connues et de professionnels, avec Eric qui était avec nous dans cette équipe. D'accord. Et en fait, je pense que notre savoir-faire à tous, réunis, la mutualisation de nos forces, ont fait
qu'on a eu cet événement porté aussi avec un lieu d'exception qui est la Glace Arena à Cesson-Sévigné. Ça représente quoi pour une région comme la nôtre d'accueillir de tels championnats de France? Est-ce que c'est courant déjà? Non, c'est pas courant du tout, puisque d'accord. ce sera les premiers championnats de France en Île-et-Vilaine, donc les troisièmes en Bretagne, mais les premiers en Île-et-Vilaine. Ouais. C'est quand même un championnat de France dans une telle structure, hein, c'est quand même ça devrait être un très beau championnat de France. En tout cas, on a les moyens de le faire. On a une belle équipe, comme disait Jean-Philippe, avec beaucoup d'envie, avec des gens très très investis. Et l'idéal, ce serait de faire venir les Bretons, et en particulier la population d'Ille-et-Vilaine, pour qu'ils découvrent, ceux qui ne le connaissent pas encore, qu'ils découvrent du badminton de haut niveau. Parce que les championnats de France restent du badminton de haut niveau. On a quelques joueurs, les champions de France sont des joueurs de niveau mondial. Hein, donc, Et donc cet événement sera ouvert au public, c'est Exactement, cet événement est ouvert au public et à tous les publics, parce que en Bretagne, on pratique le badminton de 3 ans à 81 ans. Ça, c'est nos licenciés. Donc, on se doit d'accueillir tout le monde, et notamment par rapport à ça, le public scolaire. Et on accueille gratuitement les scolaires sur l'événement. Il y a déjà plus de 4000 scolaires qui sont inscrits. Ouais. Donc, ça va faire du bruit à la Glace Arena. Et justement, quelles sont les retombées qu'on attend, peut-être à court terme, à moyen terme, quand on organise une telle compétition dans une région? On attend, bien sûr, de cet événement un héritage. Parce que c'est bien de faire un événement le jour J, mais il faut que derrière, ça serve au territoire. On voit les derniers championnats de France élites qui ont été faits à Saint-Brieuc. Derrière, il y a eu 15% de licenciés en plus sur le comité départemental. Donc, en termes déjà de nombre de licenciés, c'est important, mais en termes d'image, l'image que l'on veut donner du badminton en Bretagne. Notamment sur cette édition, parce qu'on veut faire un événement éco-responsable avec des valeurs fortes, comme un événement sans bouteilles plastiques. Et ça, on veut aussi montrer que le badminton est vraiment sur cette démarche forte. Puisqu'on parle de compétition, la transition est toute faite. On va parler de vous, Éric Lissillot. Alors, c'est encore un autre hasard qui vous a amené vers l'arbitrage. Oui, tout à fait. Le badminton. Un nouveau hasard, puisque j'étais président de mon club, Saint-Jacques-de-la-Lande à l'époque. Et il fallait des personnes pour participer à un stage d'organisation de compétition et de juge arbitrage. Je n'avais aucun volontaire dans mon club. J'avais lancé un appel, il n'y avait aucun volontaire. Je me suis dévoué. Et finalement, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Hein. C'est l'organisateur du stage était Ernest Robinson, qui était le plus grand juge arbitre de l'époque. Et donc, il m'a transmis cette passion. Et du coup, à la suite de ce stage-là, je me suis rapidement investi dans le juge arbitrage, en gardant les fonctions de président du club à l'époque. Mais à terme, j'ai dû un petit peu renoncer parce que ça faisait beaucoup de temps pris pour le badminton. Et voilà, donc je me suis lancé dans la fonction juge arbitrale à peu près dans ces années, début des années 90, fin des années 90, pardon. Et puis j'ai ensuite gravi les échelons. Mais n'allez pas trop vite. D'abord, est-ce qu'il faut un certain tempérament pour être juge arbitre? C'est quoi les qualités Alors les qualités, c'est déjà d'être un bon organisateur dans l'âme, en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'organiser les choses et de structurer les choses. Il ne faut pas être quelqu'un de complètement axé sur les règlements, les choses comme ça. Il ne faut pas être procédurier et rigoureux. Absolument pas. C'est ce que tout le monde pense. Et en fait, ce n'est pas la meilleure façon de progresser, et en tout cas d'arriver à haut niveau. Il faut être en capacité d'être en contact et en bonne relation avec l'ensemble des participants à la compétition. À la fois les joueurs, les coachs, les organisateurs, les médias. Donc on est un peu une sorte de courroie de transmission entre tous les différents acteurs d'une compétition. Et le rôle du juge-arbitre, c'est d'être en charge, avec l'organisateur bien entendu, de la compétition, de l'ensemble de la compétition. Donc c'est différent quand même d'être arbitre. Absolument, oui. Parce que l'arbitre, c'est celui qui est sur le court, le terrain. Oui. Et le juge-arbitre, il est plus... Voilà. La différence entre les deux, c'est que l'arbitre, il est sur une chaise, il arbitre un match. Et le juge-arbitre, pour faire assez simple et assez synthétique, c'est quelqu'un qui supervise la compétition d'une certaine manière. Donc forcément, il a des compétences arbitrales lui-même, parce que s'il doit intervenir sur le terrain pour aider un arbitre en difficulté, si lui-même ne connaît pas les règles, ça va être un peu difficile. Donc il faut avoir des compétences techniques, des compétences en termes de règles, et donc c'est la raison pour laquelle, avant de devenir juge-arbitre, on passe par la filière arbitrale. Mais ensuite, c'est quelqu'un qui va plutôt superviser une compétition et faire en sorte que tout fonctionne avec les différents acteurs. Et aujourd'hui, les juges arbitres se comptent sur les doigts de la main. C'est-à-dire que c'est une denrée rare, quoi, grosso modo, en France. Alors, en France,
pas tant que ça, pour aller vers le niveau international, bien entendu. En France, pas tant que ça, parce que quand je compare avec mes amis étrangers, où ils ont quelques dizaines de juges arbitres dans leur pays, nous, on en a quand même quelques centaines en France. On doit être de l'ordre de 300, si je me souviens bien, ce qui est quand même pas mal. Dans certains pays, c'est beaucoup moins. Donc l'élite arrive un petit peu plus vite. Au niveau mondial, international, voilà, oui, forcément. Au niveau mondial, on n'est que 2 aujourd'hui. J'arbitre français au niveau mondial, ce qui est plutôt une bonne moyenne, parce qu'on ne peut pas avoir 10 juges arbitres français au niveau mondial. Il y a une trentaine de juges arbitres mondiaux et une trentaine de juges arbitres européens, donc continentaux. Donc, bien évidemment, il ne peut pas y avoir que des Français. Et comment on s'entraîne? Parce qu'on doit s'entraîner aussi quand on est juge-arbitre. Absolument. Ça nécessite... C'est presque un sport à part entière. Ouais, tout à fait. C'est une autre manière de s'entraîner, de manière à arriver en bonne condition sur le tournoi tout en l'ayant bien préparé. Ce que j'explique toujours dans les formations que j'ai eu l'habitude de faire en Bretagne, c'est si on est bien préparé à la compétition et si on a anticipé un certain nombre de choses, on va mieux gérer la compétition et on va moins être en difficulté. Donc ça nécessite beaucoup de travail, donc quelques semaines avant d'aller sur un tournoi. Pendant la semaine de tournoi, c'est souvent des journées très longues qui commencent assez tôt le matin, qui finissent un peu tard le soir parfois. Et puis après le tournoi, il y a un rapport. Il y a un rapport à faire à la fédération d'appartenance, ou la fédération française, ou l'européenne, ou la mondiale, qui prend aussi un petit peu de temps. Donc il ne faut pas être avare en temps pour devenir juge-arbitre. Et votre prochaine compétition, ce sera où et quand ? C'est bientôt, là, c'est samedi prochain. Je pars en Thaïlande pour la finale du World Tour. En fait, c'est le tournoi avec les 8 meilleurs joueurs mondiaux dans chaque catégorie. Donc 8 meilleurs joueurs mondiaux de simple homme, de simple dame, double homme, double mixte et double dame, qui font une finale vraiment très très haut niveau, avec que des matchs très très serrés, puisque c'est que les meilleurs. Il n'y a pas du tout de match non serrés. Et c'est plutôt un show médiatique qu'un tournoi. C'est des matchs, ils sont tous télévisés. Alors malheureusement, pas tous retransmis en France, mais tous télévisés. Et c'est du très très haut niveau. Donc c'est pour bientôt, c'est dans quelques jours seulement. Et votre fonction vous amène à voyager un peu partout dans le monde, en fait? Oui, bien entendu, c'est cet avantage, parce que c'est aussi un plaisir, même si c'est des voyages qui se passent dans une salle de badminton. Alors, et on ne voit pas trop du pays en général quand on n'en voit pas trop. Je profite, j'ai 5 ou 6 tournois de haut niveau par an. Je profite d'un des tournois en général pour y rester un petit peu plus longtemps, pour y passer quelques vacances, mais je ne peux pas me permettre de le faire sur chaque compétition, bien entendu. Vous parliez de la Thaïlande. Est-ce qu'aujourd'hui l'Asie garde son leadership dans le haut niveau badminton? Thomas Quéré? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a toujours... voilà, maintenant, moi, je suis ça vous êtes un éloigné peu de loin, de cette sphère, mais quand même, ça reste l'Asie. Il y a bien sûr le Danemark en Europe qui est... Mais voilà, moi, ça me fait plaisir de voir les Français qui... partout, en parabad, mais... C'est vraiment... On sent quand même une très, très grosse montée du niveau. Donc ça fait plaisir. On a quand même quelques Européens qui percent les Anglais, qui sont pas beaucoup, mais beaucoup font des médailles. Les Français, on est pas mal. Donc l'Europe bouscule un petit peu. En tout cas, en parabad, donc à bien ce se monde tenir, c'est ce que vous dites. Asiatique. Oui, il ne faut pas avoir peur. En tout cas, nous, on n'a pas peur. Et aujourd'hui aussi, ce qui a évolué par rapport aux années 90-2000, c'est qu'aujourd'hui, on va chercher aussi des joueurs de l'étranger. Ce qui était moins le cas, on le voyait dans le sujet sur Guichin, où on ne voulait pas les mercenaires étrangers. Et il y en a quand même aujourd'hui des étrangers. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter dans la pratique. Nouveauté, il y a, je pense, la structuration interne qui a évolué depuis les années 90, qui fait qu'on sort aujourd'hui des champions français. On sortait un petit peu moins avant. Et puis sur la partie top 12, la partie vraiment du championnat haut niveau, et le championnat est devenu attractif aussi pour les étrangers parce qu'il y a du niveau et parce que c'est un des top 3 championnats européens aujourd'hui. Et donc, du coup, ça les intéresse de venir. Et là, bien sûr, il y a la professionnalisation de notre sport qui va passer par de l'argent qu'on ne connaissait pas il y a 20 ou 30 ans. Et si la Bretagne rayonne aussi, c'est quelque chose qui est important, je pense, pour vous tous. Et vous l'avez évoqué quand on préparait cette émission, c'est le bénévolat. Parce que c'est un peu le ciment, même, on peut dire. Éric Lissillon, vous avez commencé dans les années 90. Ça a été le ciment
de cet ancrage Oui, bien sûr. local. Il y a beaucoup de bénévoles extrêmement investis dans énormément de clubs bretons. On en a cité quelques-uns, mais ça fonctionne dans beaucoup de clubs. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de sortir et d'exploser au niveau fédéral. Beaucoup de... Jean-Philippe. Il y a des histoires d'hommes, on l'a vu avec le Papa Kéré à Guichen-Bourg-des-Comptes, et ça dans les 4 départements. Et il y a aussi au niveau breton, on a eu des élus qui ont mené des politiques du coup, et je pense notamment à Jean-Paul Didier qui a été élu plusieurs années aussi membre du conseil d'administration de la fédération, qui a mené une politique avec ses salariés mais aussi les élus de l'époque pour structurer et surtout développer la pratique jeune. Et je pense qu'on paye aujourd'hui, 10 ans après aussi, cette politique-là qui fait qu'on se retrouve avec un sport avec beaucoup de jeunes et un sport émergent, quoi. Et quand on arrive dans du haut niveau comme ça, on vous a vu dans votre école de kiné, c'est facile de cumuler finalement ces 2 casquettes, à savoir cette compétition qu'on aime et qu'on adore, et puis quand même la vie professionnelle. Facile, je dirais pas, j'emploierais pas forcément ce terme. Mais très enrichissant. Je sais que j'ai besoin d'avoir un à côté du badminton pour me sentir bien, donc être vraiment bien dans ma vie. C'est pas forcément évident de matcher tout ça, mais en fait, toute l'expérience que je prends, que ce soit au badminton ou en cours, en fait, j'arrive à les retranscrire sur l'autre domaine. Donc, en fait, ça me permet d'évoluer aussi. Des fois, peut-être un peu plus vite sur certaines choses parce que j'ai 2 casquettes. Et on n'en a pas parlé, mais vous êtes aussi accompagné par la Maison régionale de la performance. C'est une structure, peut-être nous expliquer comment elle vous accompagne, cette structure, dans toutes ces préparations, notamment pour les JO. Oui, ils sont 4 salariés et je les remercie vraiment de nous accompagner. J'ai vu la différence. Ils nous aident alors, à la fois financièrement, à la fois pour, par exemple, trouver en dernière minute, j'ai changé de préparateur physique. Voilà, c'est eux qui m'ont associé à mon nouveau préparateur physique. J'ai aussi un accompagnement plus sur l'aspect psycho-environnemental du sportif. Et puis, c'est 4 personnes qui sont vraiment à l'écoute de la personne, de l'athlète et de son environnement pour le faire performer. Et ça, c'est quand même magnifique comme mentalité et je les remercie vraiment pour ça. C'est justement aussi pour vous aider à continuer à vous épanouir et à mener le mieux que possible vos études. Thomas Kéré, vous avez quitté ce milieu-là, un petit peu du badminton. Alors, ça fait presque 40 minutes qu'on en parle. Ça a été un choix pour vous. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, je raccroche là? Moi aussi, j'ai fait des études de kiné. Et donc, il y a un moment où il y avait la voie finir ses études ou aller sur les Jeux de Tokyo, sachant que je n'étais pas sûr de faire les Jeux de Tokyo. Ça se jouait, il n'y avait pas beaucoup de place. On était à 25e mondiaux, il fallait être dans les 15. Ça, c'était 2 ans que tu vas connaître très, très intense, où on n'avait pas de vie à côté. Donc voilà, c'était un choix. Voilà, que je ne regrette pas maintenant, mais c'est sûr que... On arrive bientôt au terme de cette émission. Comment ça se prépare, ces championnats de France? C'est dans 3 mois à peu près. Exactement. Ça suppose quoi? C'est quoi les coulisses? Un peu de boulot, racontez-nous. un petit peu de travail, on va dire. Une formidable équipe, 60 bénévoles engagés déjà dès aujourd'hui pour faire de cet événement une réussite. Donc il y a la partie partenaire public, partenaire privé, de savoir qui va faire quoi le jour J. Donc on est vraiment là en train d'affiner tout ça pour être prêt à accueillir les athlètes, les officiels techniques et puis le public bien sûr. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous. J'ai une petite question encore. Pour celles et ceux qui voudraient se lancer peut-être dans le haut niveau, ce serait quoi les conseils? Parce qu'aujourd'hui, on a ces licenciés. C'est quoi? L'envie. Déjà, pour commencer. Le plaisir, voilà, je pense que c'est ce qui fait la base du haut niveau. Il ne faut pas perdre cette envie de jouer au badminton. C'est ça qui maintient après tout le long de la pratique au haut niveau. Thomas Kéré, ça vous donne pas envie de rejouer un petit peu? Je crois que j'ai passé assez de temps dans les salles de sport. C'est plutôt
de regarder le badminton, de prendre du plaisir à regarder, à voir les Bretons performer. Maintenant, c'est ça qui me donne envie surtout. Et les juges arbitres, est-ce qu'on en aura besoin encore davantage dans quelques années? Bien sûr, il faut absolument continuer à avoir de l'arbitrage. On est les garants du bon fonctionnement pour les joueurs. Si les joueurs étaient en auto-arbitrage, comme ça se fait au tout départ de notre carrière, des fois c'est un petit peu tendu. Donc les arbitres et les juges arbitres sont les garants du bon déroulement des compétitions. Ouais. Mais c'est vrai que quand on joue, on ne pense pas forcément à l'arbitrage ou au juge arbitrage. C'est des choses qu'il faut amener et peut-être éviter. Personne ne veut y aller, alors j'y vais. Oui, mais en même temps, quand on y va, on a choisi d'y aller. Hein. Oui. Je me suis dévoué, mais j'y ai trouvé beaucoup de plaisir après et aujourd'hui encore. Donc, En tout cas, merci à tous les 4 pour cette émission passionnante sur le badminton. On espère que ça vous aura plu chez vous. À suivre à midi votre journal régional. Très belle journée. À demain.